Bonjour et bienvenue. On a tous ce sentiment, non Evelyne? Ah oui, Cette impression que la technologie accélère à une vitesse folle, qu'elle nous échappe un peu. qu'on n'arrive plus à suivre. Exactement. Chaque matin, une nouvelle IA, une nouvelle application, une nouvelle percée qui semble tout changer. Aujourd'hui, on va jouer un peu les détectives. Hmm, On a en main un texte du linguiste et sociologue Pierre Frazer, un extrait qui s'intitule « La progression géométrique de l'IA ». Et on va s'en servir un peu comme une carte pour essayer de comprendre si cette force est encore un outil qu'on maîtrise ou si elle est devenue une sorte de créature qui a échappé à son créateur. c'est une excellente manière de poser le problème. Parce que la thèse de Frazer, qui s'inspire beaucoup du penseur Jacques Ellul, elle est radicale. Ah oui? Il nous dit en substance, arrêtez de penser le progrès comme une série de choix humains, de décisions prises dans des conseils d'administration. Il faut le voir comme un système vivant, en fait, un écosystème qui s'auto-alimente et qui a sa propre logique, presque son propre métabolisme. Chaque innovation, ce n'est pas une fin. C'est le début d'autre chose. C'est ça, c'est de la nourriture pour 10 innovations futures. Et pour nous faire entrer là-dedans, il commence avec une phrase choc, je trouve. Il dit « Le progrès technique n'avance pas, il explose ». Oui. Ça change complètement la perspective. Une avancée, c'est contrôlé, c'est linéaire. Une explosion, c'est chaotique, c'est exponentiel. Tout à fait. Et pour justifier cette image, il s'appuie sur deux principes d'Ellul. Le premier, il est assez simple à comprendre, une découverte technique, disons, dans les batteries. Ne va pas seulement améliorer les voitures électriques, elle va avoir des répercussions sur les téléphones, les réseaux électriques, le matériel médical. C'est un peu un effet domino. Oui, mais c'est le second principe qui est le vrai moteur de l'explosion. L'auteur nous rappelle que Ellul dit « Plus il y a de données techniques à combiner, plus il y a de combinaisons possibles D'accord. ». Il ne faut pas y penser comme des dominos qui tombent, mais plutôt comme des briques de Lego. Si vous avez 10 briques, vous faites quelques constructions. Si vous en avez 1 million, Ah oui, là, le nombre de combinaisons devient... astronomique. Voilà. La rencontre de l'IA, de la biotechnologie et de la science des matériaux, ça va pas donner 3 progrès, ça va peut-être donner 3000 champs d'application complètement inédits. On n'additionne plus en fait, on multiplie. C'est donc ça qui fait passer le progrès d'une progression géométrique qui est déjà rapide à quelque chose D'exponentiel. d'exponentiel avec l'IA. Et c'est là que le vocabulaire de l'auteur devient, je trouve, presque inquiétant. Il décrit cette spirale de l'IA avec 3 mots. Autonome, opaque et impossible à freiner. Et ces mots ne sont pas choisis au hasard, hein. Autonome, ça suggère que le système a commencé à prendre ses propres décisions, à suivre des chemins que ses créateurs n'avaient même pas prévus, basés sur sa propre logique interne. D'accord. Opaque, c'est la fameuse boîte noire. On sait ce qui entre, on voit ce qui sort, mais le processus au milieu est si complexe qu'il est devenu intelligible, même pour les ingénieurs qui l'ont conçu. C'est fou ça. Et impossible à freiner. Là, l'image, c'est celle d'un réacteur nucléaire dont on aurait perdu les barres de contrôle. La réaction en chaîne est lancée. Ces 3 termes, ensemble, ils peignent le portrait d'une force qui n'est plus simplement un outil. C'est un agent qui agit sur le monde. D'accord. Si on accepte cette idée de réacteur en surchauffe, la question c'est quel est le combustible? Qu'est-ce qui alimente cette croissance folle? Et la réponse de l'article est à la fois brillante et profondément déprimante. Il parle d'un phénomène d'auto-accroissement qui est basé sur un cycle sans fin. C'est le cœur de la machine. L'idée, c'est la suivante. Toute technologie qu'on déploie est imparfaite. Forcément. Oui, elle a des bugs, des effets secondaires imprévus, des vulnérabilités. Et on ne découvre ces failles qu'une fois la technologie utilisée par des millions de personnes. Et c'est là que le mécanisme s'enclenche. C'est ça qui m'a fasciné. Le texte dit que la technologie elle-même oblige au développement d'une autre technologie pour pallier le problème identifié. En lisant ça, j'ai réalisé que l'innovation, ce n'est peut-être plus un choix, mais une sorte de service après-vente permanent et obligatoire. On est condamné à innover juste pour réparer les dégâts de l'innovation d'avant. C'est assez angoissant, non? C'est totalement ça. On est pris dans une boucle. L'auteur le formule parfaitement. Une technologie, en se développant, pose tout d'abord des problèmes technologiques, qui, par conséquent, ne peuvent être résolus que par la technologie. C'est un cercle fermé? C'est un système qui se parle à lui-même, dans son propre langage. On a un bug dans un logiciel, on ne le résout pas avec de la philosophie. On le résout avec un patch, une nouvelle ligne de code, qui elle-même pourra créer de nouveaux problèmes. C'est un serpent qui se mord la queue, mais qui grandit à chaque fois qu'il le fait. Et l'IA, c'est l'exemple ultime de ce phénomène. On l'a dit, même ses concepteurs admettent qu'ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe dans la boîte noire.
Non. Il voit que l'IA arrive à la bonne réponse, mais pas toujours par quel cheminement logique. C'est vertigineux. Et cette opacité, ce manque de compréhension, c'est le carburant parfait pour la spirale. Pourquoi? Parce que si le fonctionnement de l'IA est lui-même un problème technique, et c'en est un, et un gros alors, selon la logique implacable du système, il ne peut être résolu que par plus de technologie. Ah, je vois. Et donc, l'incompréhension même du système garantit son développement à l'infini. On va devoir créer des IA plus puissantes pour analyser et expliquer ce que font les premières IA. Comme le dit Fraser, c'est un développement sans fin de progrès qui s'annonce déjà. On a créé une machine à se créer des problèmes techniques. Et donc, une machine à s'auto-alimenter en solutions techniques. Exactement. Quand on entend ça, on pense tout de suite à des concepts plus familiers, comme l'obsolescence programmée. On se dit « Ah, ok, c'est juste Apple qui ralentit ses vieux iPhones pour qu'on achète les nouveaux. » Oui, le côté cynique des entreprises. Voilà, c'est ça le moteur. Mais l'auteur, lui, nous dit que ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. Que la vraie raison est plus profonde, presque philosophique. Absolument. Il nous invite à dépasser l'idée d'un simple complot pour le profit. Il avance le concept d'une nécessité technique qui s'impose à tout le monde, y compris aux entreprises elles-mêmes. C'est là qu'il sort une citation d'Ellul qui est une véritable bombe. Oui, je l'ai noté. On produit ce que la technique peut produire, tout ce qu'elle peut produire. Croire que le producteur est encore maître, c'est se livrer à une dangereuse illusion. Attendez, cette citation est fascinante, mais est-ce qu'on y croit vraiment ? Est-ce que des géants comme Google ou Amazon sont pas parfaitement maîtres de leur stratégie? C'est pas un peu facile de dire c'est la faute de la technologie pour déresponsabiliser les acteurs économiques? C'est la question clé et c'est une objection légitime. L'article ne dit pas que le profit n'est plus un moteur. Il dit que la recherche du profit est elle-même, et je cite, conditionnée par la technologie. La technologie définit le terrain de jeu. D'accord. Une entreprise comme Google n'a pas le choix de ne pas investir massivement dans l'IA. Si elle ne le fait pas, elle disparaît. La technologie crée un courant si puissant que les entreprises ne sont plus des capitaines qui choisissent leur destination, elles sont des pilotes de hors-bord qui se battent pour aller le plus vite possible dans la direction que le courant a déjà fixée. Ah oui, vu comme ça. L'illusion, c'est de croire qu'elles maîtrisent le fleuve. Elles ne maîtrisent que leur moteur. C'est beaucoup plus subtil. Les entreprises ne sont plus les créateurs du jeu, mais des joueurs qui tentent de maîtriser les règles mieux que les autres. Des règles qui sont dictées par ce que la technologie rend possible à un instant T. Précisément. Et le texte énumère les raisons de cette poussée interne, de cette sorte de volonté de la technologie. Premièrement, une technologie n'est jamais jugée assez performante. On veut toujours plus rapide, plus petit, plus efficace. Toujours plus. Deuxièmement, on en a parlé, elle crée des problèmes qui exigent des solutions techniques. Troisièmement, un point très intéressant, elle tend à se fondre dans notre environnement, à devenir invisible. Le smartphone, par exemple. Oui, et le smartphone n'est plus un objet qu'on utilise, c'est une extension de notre cerveau, de notre main. Et enfin, le moteur ultime qui chapeaute tout ça, c'est la recherche de l'efficacité en toute chose. La technique, par définition, est une quête d'optimisation. Et cette quête, elle, n'a aucune limite naturelle. Et si cette force a son propre élan, sa propre quête d'efficacité, la question devient où est-ce que ça nous mène? C'est là que l'analyse devient vraiment vertigineuse. L'auteur convoque le philosophe Jean-Paul Sartre pour qualifier l'IA d'horizon indépassable de notre temps. Ça sonne très philosophique, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour Sartre, un horizon indépassable, c'est le cadre de pensée fondamental d'une époque. C'est l'air qu'on respire, les idées qui semblent si évidentes qu'on ne les questionne même plus. D'accord, comme... Par exemple, le marxisme a été un horizon indépassable pour une partie du XXe siècle. Appliquer ça à l'IA, c'est dire qu'elle n'est pas juste une nouvelle technologie dans la boîte à outils. C'est la boîte à outils elle-même qui change. C'est le nouveau paradigme qui va restructurer en profondeur tous les autres domaines. L'économie, la science, la guerre, l'art, même nos relations intimes. On ne pourra plus penser en dehors de l'IA. Elle devient la nouvelle toile de fond de la réalité. Une nouvelle toile de fond dont le but ultime, l'article le rappelle, c'est de concevoir des machines qui seront capables d'une réflexion abstraite de haut niveau par elles-mêmes, tout comme en sont capables les êtres humains. Le projet n'est pas juste de créer de meilleurs calculateurs. Non, pas du tout. C'est de répliquer le joyau de la couronne de l'évolution, la conscience ou du moins la pensée abstraite. Ce qui la rend absolument unique. Le texte cite une autre source qui dit « Il n'y a rien
ni dans la nature, ni dans la vie sociale ou humaine, qui puisse lui être comparée. On est face à une catégorie d'êtres ou de processus entièrement nouvelle. Et la phrase de l'extrait qui, pour moi, boucle toute la démonstration, c'est la dernière. Laquelle? L'intelligence artificielle trace elle-même ses limites et modèle son image. C'est le point final de l'argument sur l'autonomie. Ce n'est plus l'humain qui dit « voici ce que tu peux faire, voici tes limites ». Le système, par son propre apprentissage et son auto-amélioration, commence à définir lui-même l'étendue de ses propres possibilités. La créature se dessine elle-même. C'est une conclusion puissante. Si on devait faire le bilan de cette enquête, le premier indice que nous a donné Fraser, c'est que le progrès n'est pas une ligne, c'est une explosion, une réaction en chaîne de combinaisons technologiques. Le deuxième point, c'est le moteur de cette explosion. Ce cycle infernal où la technologie se nourrit de ses propres erreurs. Elle crée des problèmes techniques que seule la technologie peut résoudre, assurant sa croissance perpétuelle. Troisièmement, cette croissance n'est pas seulement le fruit de la cupidité humaine, mais d'une logique interne, une nécessité technique qui force tous les acteurs à jouer selon ses règles, obsédés par une quête sans fin d'efficacité. Et enfin, l'IA est la manifestation la plus pure et la plus extrême de ce processus. Un horizon indépassable qui ne se contente plus de repousser les limites qu'on lui fixe, mais qui commence à tracer ses propres frontières, à modeler son propre avenir. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale qui dépasse le cadre de l'article, mais qui nous force à nous poser. Mais d'atteindre le niveau de la pensée abstraite humaine. Que se passera-t-il lorsque cette logique d'efficacité absolue sera appliquée par des machines pensantes à des domaines que nous considérons comme typiquement humains? Comme l'éthique, la justice. Ou la créativité? La quête de l'efficacité technique poussée à son paroxysme est-elle ultimement compatible avec la complexité, les nuances, les contradictions et même l'essentielle inefficacité qui fait la richesse de l'expérience humaine?